Veuillez vous lever pour l'honorable juge Zara Thompson. La voix de l'huissier résonna dans la salle d'audience bondée du tribunal fédéral. Tout le monde se leva, sauf le colonel Marcus Whitfield, qui resta assis, les bras croisés. « J'ai servi ce pays pendant 25 ans. Je ne m'incline devant personne. » Sa voix porta dans la salle silencieuse, tandis que les caméras tournaient. La juge Thompson le fixa d'un regard calme et déterminé. « Vous ferez preuve du respect qui est dû à cette cour, monsieur Whitfield. Certains juges doivent mériter le respect avant de l'exiger. » Ce qui se passa ensuite choqua tous les présents dans la salle d'audience et changea leur vie à jamais. Avant de plonger dans cette histoire poignante sur la justice et l'intégrité, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Vous êtes sur le point d'assister à un combat judiciaire qui vous bouleversera profondément. Bonne lecture. La tension était palpable dans le tribunal fédéral où les journalistes occupaient toutes les places disponibles. Les caméras étaient alignées le long des murs, leurs objectifs braqués sur la table du défendeur, où le colonel Marcus Whitfield était assis, les épaules droites et le menton relevé. À 62 ans, Marcus avait toujours l'allure du héros de guerre décoré qu'il avait été, avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son costume sombre impeccablement repassé. « Veuillez vous lever pour l'honorable juge Zara Thompson », annonça l'huissier. La salle d'audience s'agita dans un bruit familier de pieds qui se déplaçaient et de chaises qui grinçaient, tandis que tout le monde se levait. Tout le monde sauf Marcus. Il resta assis, les bras croisés sur la poitrine en signe de défi, les yeux gris acier fixés droit devant lui. La juge Thompson entra avec une dignité tranquille. À 38 ans, elle était la plus jeune juge fédérale du district, sa robe noire flottant derrière elle, tandis qu'elle se dirigeait vers le banc. Elle avait gagné son poste grâce à des années de brillant travail juridique, mais aujourd'hui, elle était confrontée à la plus grande épreuve de sa carrière. « Veuillez vous asseoir », dit-elle d'une voix claire et ferme. Alors que la salle se calmait, elle remarqua que Marcus était toujours assis, les bras croisés, ne faisant aucun effort pour se lever à son entrée. Le silence s'éternisa, mettant tout le monde mal à l'aise. « Monsieur Whitfield, dit-elle calmement, vous devez faire preuve du respect qui est dû à cette cour. » Marcus tourna lentement la tête vers elle, le regard froid et méprisant. « J'ai servi ce pays pendant 25 ans, votre honneur. Je ne m'incline devant personne. » Des exclamations étouffées résonnèrent dans la salle d'audience, bondée. Les caméras immortalisèrent chaque seconde de cet acte d'irrespect sans précédent. Le visage de la juge Thompson resta impassible, mais sa mâchoire se crispa légèrement. « Monsieur Whitfield, vous faites outrage à la cour. Huissier, veuillez escorter le prévenu hors de ma salle d'audience. » Marcus se leva, mais pas par respect. Il se leva dans un geste de défi, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Vous pouvez me faire sortir de cette salle, mais vous ne pouvez pas m'ôter l'honneur que j'ai gagné en versant mon sang pour cette nation. » Deux huissiers s'approchèrent prudemment. Marcus n'opposa aucune résistance physique, mais ses mots tranchèrent l'air comme une lame. Certains juges doivent gagner le respect avant de l'exiger. Alors qu'il le conduisait vers la sortie, Marcus se retourna une dernière fois. Ce n'est pas fini. Les lourdes portes de la salle d'audience se refermèrent derrière lui dans un bruit sourd, laissant la juge Thompson seule à son bureau, face à une salle remplie de visages choqués et d'appareils photos qui cliquaient. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était que ce n'était que le début d'une guerre qui allait mettre à l'épreuve toutes les convictions de la juge Thompson en matière de justice, d'intégrité et d'état de droit. Marcus Whitfield n'avait pas toujours été un criminel. 25 ans plus tôt, il était un jeune lieutenant qui commandait des soldats dans les montagnes d'Afghanistan. Il avait reçu 3 étoiles de bronze pour son courage et pour avoir sauvé des vies sous le feu ennemi. Ces hommes lui faisaient entièrement confiance. Après avoir pris sa retraite, Marcus est devenu consultant en défense. Il connaissait le Pentagone comme sa poche. Les entreprises lui versaient des millions pour l'aider à remporter des contrats militaires. Au début, tout était légal, mais la cupidité l'a changé.
Marcus a commencé à accepter des pots de vin de la part d'entreprises de défense. Il s'assurait que leurs offres soient retenues, même lorsque leur équipement n'était pas le meilleur. Il a empoché 12 millions de dollars en 5 ans, dissimulant cet argent sous forme de frais de consultation. Le FBI a découvert ces crimes lors d'un contrôle de routine. Ils ont trouvé des emails dans lesquels Marcus promettait des contrats en échange d'argent. Ils ont retracé des comptes bancaires montrant des paiements déguisés en transactions commerciales légitimes. Marcus se croyait intouchable. Sa réputation militaire l'avait protégé pendant des années. Les généraux le respectaient. Les politiciens l'invitaient à dîner. Il pensait que son passé militaire le protégerait des conséquences. Mais les preuves étaient accablantes. Les documents financiers indiquaient les montants exacts qu'il avait détournés. Des enregistrements téléphoniques le surprenaient en train de conclure des accords. D'anciens employés ont témoigné de sa corruption. Le pire, c'est ce que sa cupidité a coûté aux soldats. Les entreprises qui payaient Marcus fournissaient du matériel bon marché qui tombait en panne au combat. Des gilets pare-balles qui se fissuraient sous la pression. Des véhicules qui tombaient en panne dans des zones dangereuses. Sa corruption a mis des vies en danger. Marcus ne voyait pas les choses ainsi. Il se disait qu'il méritait cet argent après avoir tant sacrifié pour son pays. Il s'était convaincu que tout le monde faisait des affaires de cette manière. Il refusait de croire qu'il avait fait quelque chose de mal. Même lorsque le FBI l'a arrêté, Marcus s'est comporté comme une victime. Il a affirmé qu'il était persécuté pour son service militaire. Il a déclaré que les accusations portées contre lui étaient des attaques politiques contre les anciens combattants. Sa famille engagea des avocats coûteux. Ses amis se mobilisèrent pour le soutenir. Mais les preuves étaient accablantes. Marcus avait trahi toutes ses valeurs. Il se trouvait désormais dans une prison fédérale, en attente de son procès. Il croyait toujours qu'il serait acquitté. Il pensait toujours que sa réputation le sauverait. Il ne se doutait pas que son arrogance allait aggraver son cas. Une semaine plus tard, Marcus est retourné au tribunal pour son audience de mise en liberté sous caution. Il avait passé 7 jours dans une prison fédérale, mais son attitude n'avait pas changé. Au contraire, il semblait encore plus déterminé à prouver qu'il avait raison. La juge Thompson est entrée dans la salle d'audience. L'huissier a demandé à tout le monde de se lever. Cette fois, les journalistes observaient Marcus attentivement, se demandant s'il allait répéter son comportement irrespectueux. Marcus est resté assis. Il a croisé les bras et a regardé droit devant lui, comme auparavant. Mais cette fois, il ajouta quelque chose de pire. « Certains juges doivent gagner le respect avant de l'exiger », dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. La juge Thompson s'arrêta devant son bureau. Elle regarda Marcus avec des yeux calmes, sans montrer aucune émotion. La salle d'audience était complètement silencieuse. « Monsieur Whitfield, vous faites à nouveau outrage à la cour, » dit-elle. « Votre demande de libération sous caution est rejetée. Vous resterez en détention fédérale jusqu'à votre procès. » Marcus explosa. Il se leva rapidement, le visage rouge de colère. « Vous n'avez pas le droit de me juger. J'ai fait plus pour ce pays que vous ne le ferez jamais. J'ai servi dans des zones de combat pendant que vous étiez à la faculté de droit, » continua-t-il en élevant la voix. « J'ai gagné le droit d'être traité avec respect dans cette salle d'audience. » 2 huissiers s'approchèrent de lui, mais Marcus continua de parler. Voilà ce qui arrive quand des personnes incompétentes obtiennent un pouvoir qu'elles ne méritent pas. Les huissiers l'atteignirent, mais Marcus n'opposa aucune résistance. Il les laissa l'escorter dehors, mais continua de parler tout le long du chemin. « Tout le monde verra quel genre de juge vous êtes vraiment, » dit-il alors qu'il le conduisait vers la porte. « Ce pays saura la vérité à votre sujet. » Les portes de la salle d'audience se refermèrent derrière lui. La juge Thompson s'assit à son bureau, le visage impassible. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était loin d'être terminé. En quelques heures, la vidéo de la crise de colère de Marcus était diffusée sur toutes les chaînes d'information. Certains le traitaient de criminel irrespectueux. D'autres disaient qu'il s'agissait d'un héros de guerre traité injustement. Marcus avait réussi à diviser l'opinion publique.
Depuis sa cellule, il regardait les reportages avec satisfaction. Son plan fonctionnait à merveille. Il ne se doutait pas que son comportement allait aggraver considérablement sa situation. Marcus utilisa son temps de téléphone à bon escient. Depuis sa cellule, il appela toutes les personnes importantes qu'il avait rencontrées au cours de ses 25 années de service militaire. Il savait exactement quoi dire à chacune d'entre elles. « Général Patterson, ici Marcus Whitfield. J'ai besoin de votre aide. Ils essaient de me détruire parce que je suis un vétéran qui refuse de céder. » Marcus raconta la même histoire à tout le monde. Il n'était pas un criminel, c'était un patriote attaqué par des gens qui détestaient l'armée. Il servait d'exemple à des juges qui ne comprenaient pas le sacrifice. Beaucoup de ses anciens camarades militaires le croyaient. Ils avaient servi avec Marcus. Ils l'avaient vu risquer sa vie pour d'autres soldats. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il trahirait tout ce pourquoi il s'était battu. Marcus leur donna des instructions précises. Contactez les organisations d'anciens combattants, racontez-leur ce qui m'arrive. Faites-leur bien comprendre que s'ils peuvent me faire ça, ils peuvent le faire à n'importe quel ancien combattant. En quelques jours, Marcus bénéficiait du soutien de dizaines d'officiers à la retraite. Ils commencèrent à passer des coups de fil à des politiciens et à des journalistes. Ils organisèrent des réunions avec des groupes d'anciens combattants à travers tout le pays. Pendant ce temps, la famille de Marcus engagea Vincent Cross, le meilleur avocat que l'on puisse s'offrir. Cross était célèbre pour transformer des causes perdues en victoires. Il était spécialisé dans le renversement de l'opinion publique tout en construisant des défenses juridiques. Cross rendit visite à Marcus en prison. Les deux hommes se comprirent immédiatement. Cross vit l'occasion de faire de Marcus un symbole des anciens combattants persécutés. Marcus vit en Cross l'arme dont il avait besoin pour détruire le juge Thompson. « Nous allons faire de cette affaire plus que votre simple procès », expliqua Cross. « Nous allons faire en sorte que l'on se demande si les anciens combattants sont traités équitablement en Amérique. » Marcus sourit pour la première fois depuis son arrestation. « Comment on commence ?» Cross sortit un bloc-notes. Donnez-moi les noms de tous les anciens combattants, de tous les politiciens et de tous les journalistes qui pourraient nous aider. Nous allons constituer une armée. Marcus commença à écrire des noms. Il avait des contacts au Congrès, au Pentagone et dans des organisations d'anciens combattants à travers tout le pays. Il avait passé des années à nouer des relations et il était maintenant prêt à les utiliser. Cette juge n'a aucune idée de ce qui l'attend, dit Marcus en tendant la liste à Cross. Cross regarda les noms et acquiesça. Elle va bientôt le découvrir. La juge Thompson rentra chez elle après une longue journée au tribunal. Elle se gara dans son allée et se dirigea vers la porte d'entrée. Une enveloppe blanche était glissée sous le paillasson. Il n'y avait ni adresse de retour, ni timbre. Quelqu'un l'avait remise en main propre. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une photo d'elle quittant le tribunal ce matin-là. Quelqu'un avait dessiné un cercle rouge autour de son visage avec un marqueur. Sous la photo, quelqu'un avait écrit en lettres majuscules « Les juges qui oublient leur place ». Ses mains tremblaient lorsqu'elle tourna la page. Il y avait une liste d'adresses, son adresse personnelle, celle de ses parents, l'appartement de sa sœur, le bureau de son frère. Quelqu'un surveillait sa famille. Zara appela immédiatement les services du marshal américain. Le marshal Jake Morrison arriva dans les 30 minutes qui suivirent. C'était un homme sérieux, la cinquantaine, qui protégeait les juges fédéraux depuis 20 ans. « Il s'agit d'une menace directe contre un juge fédéral », dit Morrison en examinant l'enveloppe. « Nous prenons cela très au sérieux. » Il fit renforcer la sécurité autour de son domicile et du tribunal. Des adjoints la suivraient sur le chemin du travail. Sa famille serait avertie de rester vigilante. « Pensez-vous que Marcus Whitfield a envoyé cela ?» demanda Zara. « Il est en prison fédérale », répondit Morrison. « Mais il a des partisans à l'extérieur. Nous enquêterons sur toutes les personnes qui lui ont rendu visite ou qui l'ont appelé. » Morrison prit l'enveloppe et la photo comme preuve. « Juge Thompson, ces gens veulent vous faire peur. Ils veulent que vous réfléchissiez à 2 fois avant de prendre des décisions concernant leur affaire. » Zara acquiesça. Elle comprenait parfaitement le message. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser la peur contrôler son tribunal.
Je ne me laisserai pas intimider, dit-elle fermement. Cette affaire sera jugée selon la loi, pas selon des menaces. Morrison scruta son visage. Bien, mais soyez prudente. Ces gens ont déjà montré qu'ils étaient prêts à franchir la ligne. Cette nuit-là, Zara ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle repensait sans cesse aux adresses de sa famille inscrites sur le bout de papier. Quelqu'un avait pris le temps de trouver où vivaient et travaillaient ses proches. Elle comprit que ce n'était que le début. Marcus et ses alliés lui avaient déclaré la guerre. Ils voulaient lui faire peur pour l'empêcher de faire son travail. Mais la peur ne l'emporterait pas. La justice l'emporterait. Vincent Cross s'avança vers les micros à l'extérieur du tribunal. Les journalistes de toutes les grandes chaînes d'information s'étaient rassemblés pour entendre sa première déclaration officielle en tant qu'avocat de Marcus Whitfield. Cross était tout ce dont Marcus avait besoin. Un costume coûteux, un sourire confiant et 20 ans d'expérience dans l'art de retourner l'opinion publique. Il était spécialisé dans les affaires qui semblaient impossibles à gagner. Mon client, le colonel Marcus Whitfield, est un héros de guerre décoré qui a servi cette nation avec honneur pendant 25 ans, commença Cross. Il a obtenu 3 étoiles de bronze en combattant pour la liberté américaine en Afghanistan. Cross parlait lentement et clairement, s'assurant que chaque mot soit parfaitement enregistré. Le colonel Whitfield est persécuté par un système qui a oublié ce qu'est le véritable sacrifice. Il prit soin de ne pas attaquer directement le juge Thompson. Cela aurait été trop évident et aurait pu se retourner contre lui. Il préféra remettre en cause le système lui-même. Nous devons nous poser la question suivante. Notre système judiciaire est-il capable de juger équitablement des hommes qui ont tout donné pour ce pays? Traitons-nous nos anciens combattants avec le respect qu'ils méritent? Cross avait déjà organisé des entretiens avec des anciens combattants respectés qui allèrent parler de la personnalité de Marcus. Il avait contacté des historiens militaires qui allaient évoquer le parcours militaire de Marcus. Il était en train de construire un mur de publicité positive. Cette affaire ne concerne pas seulement le colonel Whitfield, a poursuivi Cross. Elle concerne la question de savoir si l'Amérique honore toujours les hommes et les femmes qui défendent notre liberté. Les questions des journalistes étaient exactement celles auxquelles Cross s'attendait. Il a répondu à chacune d'elles avec soin, ramenant toujours la conversation sur le service militaire de Marcus. Le colonel Whitfield a pris des décisions en une fraction de seconde sous le feu de l'ennemi pour sauver des vies américaines, a déclaré Cross. Il mérite mieux que ce jugement précipité. Cross savait qu'il semait le doute sans rien dire qui puisse lui causer des ennuis juridiques. Il n'a jamais prétendu que Marcus était innocent. Il n'a jamais attaqué les preuves. Il a simplement amené les gens à se demander si un héros de guerre méritait un traitement différent. Après la conférence de presse, Cross a appelé Marcus en prison. La première phase est terminée. Maintenant, nous attendons et laissons l'opinion publique faire le travail pour nous. Marcus était satisfait. Combien de temps avant de voir des résultats? Donnez-nous 1 semaine, répondit Cross. Ensuite, nous passerons à la deuxième phase. La stratégie de Cross commença à porter ses fruits plus vite que prévu. Des animateurs de radio conservateurs commencèrent à se demander si Marcus était traité équitablement. Ils évoquèrent son passé militaire dans leurs émissions. « Voici un homme qui a risqué sa vie pour l'Amérique », déclara l'un d'eux. « Et maintenant, le système tente de le détruire. Quel message cela envoie-t-il à nos vétérans ?» Des anciens combattants organisèrent une manifestation pacifique devant le tribunal. Ils brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Soutenez nos héros » et « Honorez le service militaire ». La manifestation était modeste, mais elle attira l'attention des chaînes d'information locales. Cross organisa des interviews minutieuses avec d'anciens soldats de Marcus. Ces hommes avaient servi sous ses ordres en Afghanistan. Ils racontèrent comment Marcus leur avait sauvé la vie au combat. Le colonel Whitfield était le meilleur officier sous les ordres duquel j'ai jamais servi, déclara le sergent Mike Torres. Il a toujours fait passer ses hommes avant tout. Il n'aurait jamais fait quoi que ce soit qui puisse nuire à ses soldats.
Des blogueurs conservateurs ont commencé à écrire des articles sur le parti pris judiciaire à l'encontre des anciens combattants. Ils ne mentionnaient pas le nom du juge Thompson, mais ils remettaient en question la capacité des juges civils à juger équitablement des héros militaires. Cross a fourni des informations à ces blogueurs sans laisser de traces. Il leur a donné le dossier militaire de Marcus et des récits de ses combats. Il leur a communiqué les coordonnées d'anciens combattants qui le soutenaient. Le récit était simple. Marcus était un héros persécuté par des gens qui n'avaient jamais servi leur pays. Il ne s'agissait pas de culpabilité ou d'innocence. Il s'agissait de respect et de gratitude. La juge Thompson a remarqué le changement d'atmosphère. Chaque jour, de plus en plus de manifestants se rassemblaient devant le tribunal. Elle a reçu des lettres de groupes d'anciens combattants demandant un traitement équitable pour Marcus. Mais Zara a refusé de se laisser influencer par la pression publique. Elle s'est concentrée sur les faits juridiques de l'affaire. Elle a étudié les preuves contre Marcus et s'est préparée pour le procès à venir. La loi ne change pas parce que les gens sont populaires, a-t-elle déclaré au Marshal Morrison. Les preuves sont les preuves, peu importe qui était l'accusé auparavant. Morrison était d'accord, mais il s'inquiétait de la montée des tensions. Juge, ces gens s'organisent. Nous devons nous préparer à des manifestations plus importantes. Cross surveillait tout depuis son bureau. Son équipe suivait les réseaux sociaux, comptait les manifestants et mesurait l'opinion publique. Tout se déroulait comme prévu. Marcus regardait les informations depuis sa prison. Pour la première fois depuis son arrestation, il se sentait confiant. Sa réputation jouait à nouveau en sa faveur. Le juge en chef, Harold Stevens, convoqua Zara dans son bureau. Stevens avait 70 ans et dirigeait le tribunal fédéral depuis 15 ans. Il était connu pour éviter les controverses autant que possible. « Juge Thompson, j'ai reçu des appels au sujet de l'affaire Whitfield, » dit Stevens avec prudence. Plusieurs membres du Congrès ont exprimé leur inquiétude quant à la réaction du public. Zara s'assit en face de son bureau. Elle s'attendait à cette conversation. Quel genre d'inquiétude, juge en chef? Il s'inquiète de la division que cette affaire est en train de créer. Les anciens combattants ont l'impression que leur service n'est pas respecté. Nous devrions peut-être envisager des moyens de réduire les tensions. Stevens suggéra d'accorder plus de liberté à Marcus lors de ses comparutions au tribunal. Peut-être le laisser s'asseoir sans menottes, montrer plus de respect pour son passé militaire pendant les audiences. Juge en chef, le protocole ne change pas en fonction de la pression publique, répondit Zara fermement. Marcus Whitfield est un accusé comme les autres. Son service militaire n'excuse pas son comportement dans ma salle d'audience. Stevens acquiesça lentement. Je comprends votre position, mais cette affaire a pris une ampleur qui dépasse le simple cadre judiciaire. Nous devons penser à la réputation du tribunal. Notre réputation doit reposer sur l'application égale de la loi pour tous, répondit Zara. Si nous changeons nos normes pour les accusés populaires, nous perdons notre intégrité. Stevens scruta son visage. Il connaissait Zara depuis 5 ans et respectait son esprit juridique. Mais il s'inquiétait de la pression politique qui s'exerçait autour de cette affaire. « Je ne vous demande pas de changer votre décision, » dit finalement Stevens. « Je suggère simplement que nous soyons particulièrement prudents en ce qui concerne les apparences. Je continuerai à diriger mon tribunal conformément à la loi fédérale et aux normes judiciaires, » répondit Zara. « Ni plus, ni moins. » Stevens accepta de la soutenir, mais il semblait inquiet. Sachez simplement que cette affaire est suivie de très près. Chaque décision que vous prendrez sera analysée par des personnes à l'affût du moindre problème. Après la réunion, Zara retourna à son bureau. Elle comprenait la pression à laquelle Stevens était soumis. Les politiciens appelaient. Les associations d'anciens combattants se plaignaient. Les médias surveillaient tout, mais elles ne céderaient pas. La loi était la loi, quelle que soit la personne jugée. Le passé militaire de Marcus ne lui donnait pas le droit de manquer de respect à son tribunal ou d'enfreindre les lois fédérales. Elle avait prêté serment de faire respecter la justice.
Ce serment ne changeait pas parce que l'accusé était populaire. Vincent Cross lança alors sa stratégie la plus dangereuse. Il commença à remettre en question l'impartialité du juge Thompson sans porter d'accusation directe. Tout devait paraître légal et professionnel. Cross déposa une requête demandant des informations sur les affaires précédentes de Zara impliquant des accusés militaires. Il affirmait devoir s'assurer que son client bénéficierait d'un traitement équitable. « Votre honneur !» Mon client mérite de savoir s'il existe une tendance dans la manière dont ce tribunal traite les affaires impliquant des anciens combattants, argumenta Cross lors d'une audience. Cross pesait ses mots. Il n'a jamais accusé Zara de partialité. Il a simplement posé des questions qui incitaient à réfléchir à une éventuelle partialité. La différence était importante sur le plan juridique. Dans ses documents judiciaires, Cross a mis en avant 3 affaires dans lesquelles Zara avait prononcé des peines sévères à l'encontre d'anciens combattants. Il n'a pas mentionné que tous les 3 avaient commis des crimes graves. Il s'est contenté de souligner les peines prononcées. La juge Thompson a condamné le caporal Davis, membre des Marines, à 8 ans de prison pour fraude, a écrit Cross. Elle a condamné le sergent Wilson, membre de l'armée, à 12 ans de prison pour détournement de fonds. Nous devons nous demander s'il y a là une tendance. Cross a également organisé des groupes d'anciens combattants afin d'enquêter publiquement sur le passé de Zara. Ils ont recherché ses travaux universitaires, ses débuts dans la carrière juridique et son histoire familiale. Ils cherchaient tout ce qui pouvait suggérer qu'elle était anti-militaire. Marcus approuvait chaque initiative depuis sa cellule. « C'est parfait », a-t-il déclaré à Cross lors d'une visite. « Vous semez le doute dans l'esprit des gens sans lui donner les moyens de se défendre. » Cross a souri. Les meilleures attaques sont celles qui ressemblent à un travail juridique légitime. Personne ne peut nous accuser de harcèlement ou d'intimidation. La stratégie fonctionnait. Des forums en ligne ont commencé à débattre de l'impartialité de Zara envers les anciens combattants. Les sites web conservateurs ont commencé à la qualifier de juge anti-anciens combattants, même si elle n'avait jamais rien dit contre l'armée. Zara a remarqué que les gens la regardaient différemment. Les employés du tribunal semblaient plus distants. Certains avocats semblaient nerveux en sa présence. La campagne de dénigrement portait ses fruits. Mais Zara refusait de se défendre publiquement. Les juges n'étaient pas censés plaider leurs affaires dans les médias. Elle devait laisser ses dossiers judiciaires parler d'eux-mêmes. Cross le savait aussi. Il comptait sur l'éthique professionnelle de Zara pour qu'elle garde le silence pendant qu'il détruisait sa réputation petit à petit. « La phase 3 est prête », dit Cross à Marcus. « Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. » Tyler Walsh était assis au dernier rang de la salle d'audience. Il avait 45 ans et avait servi sous les ordres de Marcus en Afghanistan. Il marchait avec une canne en métal à cause des blessures qu'il avait subies lors d'une explosion dont Marcus l'avait aidé à se sortir. Au cours d'une audience de routine, Walsh se leva délibérément et laissa tomber sa canne. Le métal heurta violemment le sol en marbre, produisant un bruit sourd qui résonna dans toute la salle d'audience. Tout le monde sursauta. Les agents de sécurité saisirent leurs armes. La main de la juge Thompson se porta vers son bouton d'alarme. Pendant quelques secondes, tout le monde crut avoir entendu des coups de feu. Walsh a immédiatement levé les mains. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ma canne a glissé. Je souffre de stress post-traumatique et mes mains tremblent parfois. » Il était clairement embarrassé et désolé. Les huissiers l'ont fouillé minutieusement, mais n'ont trouvé aucune arme. Walsh a expliqué qu'il était un ancien combattant venu soutenir son ancien commandant. « Je voulais juste voir le colonel Whitfield », a déclaré Walsh, la voix tremblante. « Il m'a sauvé la vie en Afghanistan. Je ne ferai de mal à personne. » Le marshal Morrison a enquêté sur Walsh après l'audience. Il a découvert que Walsh avait des antécédents documentés de SSPT et qu'il prenait des médicaments contre l'anxiété. Walsh avait également un casier judiciaire vierge et aucun antécédent de violence. Mais Morrison a également découvert que Walsh avait appelé Marcus plusieurs fois en prison.
Walsh avait assisté à tous les rassemblements d'anciens combattants en soutien à Marcus. Il était totalement loyal envers son ancien commandant. Techniquement, il n'a enfreint aucune loi, a déclaré Morrison au juge Thompson. Jeter une canne n'est pas un crime, même si cela provoque la panique. Mais le message était clair. Marcus avait des partisans qui pouvaient accéder à la salle d'audience. Ces partisans étaient imprévisibles en raison de leurs problèmes de santé mentale. Ils n'avaient pas besoin de menacer directement quelqu'un pour semer la peur. Walsh n'est jamais retourné au tribunal, mais son geste a eu l'effet escompté. Tout le monde dans la salle d'audience était désormais plus nerveux. La sécurité était renforcée. L'atmosphère était plus tendue. Cross n'a jamais admis avoir un lien avec le comportement de Walsh. Si on lui posait la question, il répondait que les anciens combattants se soutenaient naturellement entre eux. Il ne pouvait pas contrôler les actions individuelles de ses partisans. Marcus était satisfait lorsque Cross a décrit l'incident. « Parfait », a-t-il déclaré. « Maintenant, elle sait que nous avons des gens prêts à prendre des risques pour moi. » La juge Thompson comprenait le jeu auquel on jouait. On lui montrait que Marcus avait des partisans dangereux sans la menacer directement, mais elle refusa de se laisser intimider. La juge Thompson savait qu'elle devait se protéger juridiquement. Elle commença à documenter tous les incidents inhabituels liés à l'affaire Whitfield. Chaque menace, chaque événement étrange dans la salle d'audience, chaque acte d'intimidation fut consigné dans un dossier officiel. Elle travailla avec le marshal Morrison pour constituer un dossier détaillé. Ils photographièrent la lettre de menace. Ils interrogèrent les témoins de l'incident de la canne de Tyler Walsh. Ils suivirent tous les manifestants et leurs activités. Si cette affaire fait l'objet d'un appel, je veux un dossier complet de tout ce que Marcus et ses partisans ont fait, expliqua Zara à Morrison. Je ne les laisserai pas prétendre plus tard que j'étais partial à leur égard. Morrison acquiesça. Juge, nous surveillons également tous les appels téléphoniques et les visiteurs de Marcus. Si quelqu'un franchit la ligne rouge, nous aurons des preuves. Zara a pris une autre décision importante. Elle a contacté Elena Rodriguez, une journaliste d'investigation connue pour son journalisme impartial et rigoureux. Mais Zara a fait très attention à la manière dont elle a abordé la question. « Madame Rodriguez, je ne peux pas vous parler de mon affaire », a déclaré Zara lors d'une réunion privée. « Mais en tant que citoyenne, je pense que vous devez savoir que tous les dossiers judiciaires fédéraux sont des informations publiques. » Zara ne divulguait pas d'informations. Elle rappelait simplement à une bonne journaliste qu'elle pouvait enquêter sur l'affaire en utilisant des documents accessibles au public. C'était tout à fait légal et éthique. « Juge Thompson, suggérez-vous que je me renseigne sur le passé de Marcus Whitfield ?» demanda Rodriguez. « Je ne suggère rien », répondit Zara avec prudence. « Je vous rappelle simplement que les dossiers des tribunaux fédéraux sont accessibles au public. Ce que vous faites de ces informations relève de votre choix en tant que journaliste. » Rodriguez comprit. Elle pouvait enquêter sur les dossiers financiers de Marcus, ses transactions commerciales et sa carrière militaire en utilisant uniquement des documents publics. Elle n'avait pas besoin d'informations privilégiées de la part du juge. Après le départ de Rodriguez, Zara se sentit mieux. Elle ne pouvait pas lutter directement contre la campagne de propagande de Marcus, mais elle pouvait s'assurer que les bons journalistes aient accès aux faits. Morrison approuva sa stratégie. « Vous gérez cela parfaitement, juge. Vous restez dans les limites de la loi tout en veillant à ce que la vérité puisse être révélée. » Zara reprit son travail avec une confiance renouvelée. Elle continuerait à respecter scrupuleusement la loi. Elle documenterait tout. Et elle aurait confiance dans le fait que le journalisme honnête finirait par révéler la vérité sur Marcus Whitfield. Elena Rodriguez passa 3 semaines à fouiller dans les archives publiques concernant Marcus Whitfield. Ce qu'elle découvrit était bien pire que ce que les accusations initiales laissaient entendre. En utilisant uniquement des documents accessibles au public, Elena découvrit l'étendue réelle de la corruption de Marcus. Elle trouva des contrats dans lesquels des entreprises versaient des millions de dollars à Marcus en frais de consultation et obtenaient ensuite des contrats militaires d'1 milliard de dollars. Mais la pire découverte fut le prix que la corruption de Marcus avait coûté aux soldats.
Helena trouva des rapports d'incidents montrant que des défaillances d'équipement avaient blessé des dizaines de militaires, des gilets pare-balles qui se fendaient sous la pression, des pièces de véhicules qui tombaient en panne dans les zones de combat. Helena a contacté les familles des soldats blessés. Beaucoup étaient disposés à parler de leur expérience, même si elles n'avaient jamais fait le lien entre les blessures de leurs proches et la corruption de Marcus. Le gilet pare-balles de mon fils a lâché pendant un échange de tirs, a déclaré Mary Patterson, dont le fils a perdu une jambe en Afghanistan. Les plaques de céramique se sont fissurées lorsqu'il a été touché. Si elles avaient fonctionné correctement, il n'aurait peut-être pas été aussi gravement blessé. Helena a remonté la piste du contrat pour les gilets pare-balles jusqu'à une entreprise qui avait versé 3 millions de dollars à Marcus en frais de consultation. Cette entreprise avait remporté le contrat malgré des produits de qualité inférieure et des prix plus élevés que ceux de ses concurrents. Elle a constaté des schémas similaires pour les pièces automobiles, les équipements de communication et les fournitures médicales. Les entreprises qui payaient Marcus remportaient systématiquement les contrats, même lorsque leurs produits étaient clairement inférieurs à ceux de leurs concurrents. Helena a également trouvé d'anciens employés de la société de conseil de Marcus, qui étaient prêts à témoigner anonymement. Ils ont décrit une culture où les contrats militaires étaient considérés comme des opportunités commerciales plutôt que comme des questions de sécurité des soldats. Marcus disait toujours que tout l'équipement répondait aux normes minimales, a expliqué un ancien employé. Il ne se souciait jamais de savoir s'il existait de meilleures options. Tout ce qui l'intéressait, c'était de savoir quelles entreprises le payaient. Marshall Morrison a aidé Helena à vérifier ses conclusions dans les limites légales. Il a confirmé que ces découvertes correspondaient aux preuves que les procureurs prévoyaient de présenter au procès. L'enquête d'Helena a révélé que Marcus avait trahi les soldats qu'il prétendait représenter. Sa corruption avait directement contribué à des pertes humaines dans l'armée américaine. Il avait fait passer ses profits avant la vie des hommes et des femmes qui lui faisaient confiance. Après un mois de recherche minutieuse, Helena était prête à publier ses conclusions. Elle avait tout documenté en utilisant uniquement des archives publiques et des sources volontaires. Son enquête allait révéler au public qui était vraiment Marcus Whitfield. Helena Rodriguez a publié son enquête dans une série de 5 articles détaillés. Chaque article se concentrait sur un aspect différent de la corruption de Marcus, tous étayés par des documents publics et des sources vérifiées. Le premier article révélait comment Marcus avait empoché 12 millions de dollars de pots de vin déguisés en frais de consultation. Le deuxième montrait comment les entreprises qui le payaient obtenaient des contrats valant des milliards de dollars. Mais le troisième article a tout changé. Helena a publié les témoignages de soldats blessés à cause d'équipements défectueux que Marcus avait contribué à faire approuver. Elle a joint des photos de gilets pare-balles endommagés et de pièces de véhicules défectueuses. La corruption du colonel Marcus Whitfield a coûté la vie et la santé à des soldats américains, titrait l'article. Héros ou traîtres? Les familles des soldats blessés sont apparues dans les journaux télévisés. Elles ont montré des photos de leurs enfants blessés et ont décrit comment les défaillances de l'équipement avaient changé leur vie à jamais. « Ma fille faisait confiance à son équipement pour la protéger », a déclaré James Mitchell, dont la fille a perdu un bras lorsque son véhicule est tombé en panne dans une zone dangereuse. Elle ne savait pas que l'homme qui approuvait son équipement était payé par des entreprises qui rognaient sur les coûts. Les partisans de Marcus ont commencé à se détourner de lui. Les anciens combattants qui l'avaient défendu ont commencé à lire des articles sur les soldats qui l'avaient trahi. Beaucoup se sont sentis mal lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient soutenu quelqu'un qui avait fait du mal à leurs camarades. Le général Patterson, l'un des plus fervents partisans de Marcus, a publié une déclaration dans laquelle il lui retirait son soutien. Si ces allégations sont vraies, le colonel Whitfield a violé tout ce que nous défendons en tant que professionnels de l'armée. Les animateurs de radio conservateurs ont cessé de défendre Marcus.
Les organisations d'anciens combattants retirèrent discrètement leurs déclarations de soutien de leur site web. Les politiciens cessèrent de mentionner son nom dans leurs discours. Vincent Cross tenta de limiter les dégâts, mais les preuves étaient accablantes. Il tint une conférence de presse pour nier les allégations, mais les journalistes lui posèrent des questions précises sur les contrats et les soldats blessés. « Ce sont des mensonges destinés à détruire un héros de guerre », insista Cross. Mais lorsque les journalistes lui montrèrent des copies des contrats et des dossiers médicaux, il ne sut quoi répondre. Marcus a regardé les reportages depuis sa cellule. Pour la première fois depuis son arrestation, il avait l'air inquiet. Sa réputation s'effondrait aussi vite qu'il l'avait bâtie. « Comment allons-nous nous défendre ?» a-t-il demandé à Cross lors de leur rencontre suivante. Cross avait l'air abattu. « Nous ne pouvons pas lutter contre des preuves documentées et des soldats blessés. Le public ne pardonnera pas la trahison des troupes. » La guerre de Marcus pour l'opinion publique était terminée. Il avait perdu. La vérité sur Marcus Whitfield se répandit rapidement dans les cercles militaires et politiques. Les entreprises qui avaient travaillé avec lui mirent discrètement fin à leurs relations commerciales. Elles ne voulaient pas que leur nom soit associé à quelqu'un qui avait trahi des soldats. Les politiciens qui avaient soutenu Marcus cessèrent de répondre aux appels téléphoniques de sa famille. Les législateurs conservateurs, qui l'avaient qualifié de héros, n'avaient soudainement plus rien à dire sur son cas. Ils supprimèrent les publications sur les réseaux sociaux qui l'avaient défendu. Les anciens collègues militaires de Marcus se sentaient trahis et en colère. Beaucoup avaient risqué leur réputation pour le défendre. Ils apprenaient maintenant qu'il leur avait menti pendant des années, tandis que des soldats sous son influence avaient été blessés. « Je me sens idiot », a déclaré le colonel James Reed, qui avait organisé le soutien des vétérans à Marcus. « Je lui faisais confiance parce que nous avions servi ensemble. Je n'aurais jamais imaginé qu'il trahirait tout ce pourquoi nous nous étions battus. » Le Pentagone a ouvert une enquête officielle sur les décorations militaires de Marcus. Cette procédure allait prendre des mois, mais des responsables ont laissé entendre qu'ils envisageaient de lui retirer certaines de ses distinctions. Les étoiles de bronze qu'il avait légitimement gagnées risquaient de lui être retirées en raison de sa corruption. Les entrepreneurs de défense qui avaient payé Marcus ont fait l'objet d'enquêtes. Plusieurs entreprises ont licencié des cadres impliqués dans le système de corruption. Les cours des actions ont chuté, les investisseurs s'inquiétant des poursuites pénales et de la perte de contrats. La vie de Marcus en prison est devenue beaucoup plus difficile. Les autres détenus ont appris ces crimes à la télévision. Les anciens combattants incarcérés étaient particulièrement en colère contre sa trahison envers les soldats. Marcus a dû être placé en détention préventive pour sa propre sécurité. Sa famille a cessé de lui rendre visite aussi souvent. La publicité négative constante rendait leur vie difficile. Sa femme recevait des lettres de protestation de familles de militaires. Ses enfants devaient répondre à des questions sur les crimes de leur père à l'école et au travail. Vincent Cross a averti Marcus que la négociation d'un plaidoyer pourrait être leur seule option. « Vous n'avez plus aucun soutien public. » Le jury a été influencé par la vérité sur les soldats blessés. Marcus a refusé d'envisager de plaider coupable. « Je n'admettrai pas des crimes que je n'ai pas commis », a-t-il insisté, même si les preuves contre lui étaient accablantes. Cross tenta une dernière stratégie, arguant que Marcus souffrait de troubles mentaux liés à son service militaire. Mais les procureurs prouvèrent facilement que Marcus était suffisamment lucide pour mener un complexe trafic de pots de vin pendant 5 ans. La date du procès approchait à grands pas. En quelques mois, Marcus était passé du statut de héros de guerre célèbre à celui de criminel isolé. Sa réputation ne s'en remettrait jamais. Le procès dura 2 semaines. Marcus était assis tranquillement à la table des accusés, son arrogance enfin brisée. Les preuves contre lui étaient accablantes, les relevés bancaires, les enregistrements téléphoniques et les témoignages des soldats blessés brossaient un tableau clair de ses crimes. Vincent Cross fit de son mieux,
Mais il n'avait aucun moyen de défense valable. L'accusation prouva que Marcus avait accepté 12 millions de dollars de pots de vin et que sa corruption avait directement nui à des soldats américains. Lorsque le jury rendit son verdict, après 3 heures de délibération, il fut unanime. Marcus était coupable de tous les chefs d'accusation: corruption, fraude, complot et trahison de la confiance publique. La juge Thompson s'est levée pour prononcer la sentence. La salle d'audience était bondée de familles de militaires, de journalistes et d'anciens partisans qui s'étaient retournés contre Marcus. Monsieur Whitfield, vous avez été reconnu coupable d'avoir trahi la confiance que vous avait accordée l'armée américaine et le peuple américain, a-t-elle commencé. Marcus s'est finalement levé respectueusement, mais il était trop tard pour que le respect ait encore une importance. Vos crimes ne sont pas seulement financiers, a poursuivi la juge Thompson. Vous avez mis des soldats américains en danger pour votre profit personnel. Vous avez trahi des hommes et des femmes qui vous avaient confié leur vie. Elle a condamné Marcus à 15 ans de prison fédérale. Il passerait la majeure partie de sa vie productive derrière les barreaux. Sa pension militaire lui a été retirée. Ses décorations allaient être réexaminées en vue d'une éventuelle révocation. Après le prononcé de la sentence, Marcus a présenté de brèves excuses. « Je suis désolé pour mes actes et le mal qu'ils ont causé. » Mais ces mots sonnaient creux après des années de déni et d'attaques contre le tribunal. Les familles des soldats blessés ont ressenti une certaine satisfaction, même si cela ne pouvait réparer les dommages causés par Marcus. Mary Patterson, dont le fils a perdu une jambe, a simplement déclaré « Justice a été rendue aujourd'hui ». La réputation de la juge Thompson était plus solide que jamais. Les experts juridiques l'ont félicité pour avoir maintenu l'intégrité judiciaire sous une pression intense. Elle avait prouvé que personne n'était au-dessus des lois, quel que soit son service militaire ou ses relations politiques. 6 mois plus tard, de nouvelles réglementations ont été mises en place pour les contrats militaires. L'affaire Marcus Whitfield est devenue un exemple type de la façon dont la corruption peut infiltrer même les institutions les plus respectées. Marcus a commencé à purger sa peine dans une prison fédérale. Sa guerre pour l'opinion publique était terminée. Ses tentatives d'intimidation de la juge Thompson avaient échoué. La justice avait prévalu comme il se doit en Amérique.